Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un truc qu'on fait tout le temps, sans même y réfléchir, parler. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment quand on échange des mots avec quelqu'un? Eh bien, la réponse, elle est beaucoup plus complexe et fascinante qu'on pourrait le croire. On a tous l'impression de savoir ce qu'on dit, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on sait ce que nos mots font réellement? Parce que chaque phrase, oui, mais aussi chaque silence, chaque ton de voix, tout ça, ça a un impact. Un impact souvent complètement invisible sur la personne en face. Et c'est là que ça devient mystérieux. Il y a souvent un fossé, un véritable gouffre entre ce qu'on a l'intention de dire et l'effet que nos paroles ont vraiment sur le vécu de l'autre. Alors c'est parti, on plonge dans cette enquête pour mettre au jour cette réalité cachée. Bon, pour commencer cette exploration, il faut revenir un peu en arrière à la racine de tout ça. L'idée que les mots ne sont pas juste des étiquettes, mais de vrais outils qui peuvent façonner la réalité, ça a été une véritable révolution. Voyons un peu comment on en est arrivé là, à cette idée que parler, c'est en fait agir. Alors le premier à vraiment mettre le doigt dessus, c'est un philosophe, J.L. Austin. Faut voir qu'avant lui, on pensait surtout que le langage, ça servait à décrire le monde. Point. Mais Austin, lui, il a tout changé. Il a montré que nos mots, ce sont aussi des actions. Quand on promet, quand on baptise un bateau, quand on parie, eh bien, on fait des choses, littéralement. C'est la base de ce qu'il a appelé la théorie des actes de langage. Ok, alors on va décortiquer ça un peu. Le premier niveau, le plus simple, c'est ce qu'ils appellent l'acte locutoire. En gros, c'est le sens littéral de la phrase. Si je dis « la porte est ouverte », l'acte locutoire, c'est juste le constat. La porte n'est pas fermée. C'est l'information brute, si on veut. Là, ça commence à devenir plus subtil. Le deuxième niveau, c'est l'acte illocutor. C'est l'action qu'on réalise en disant la phrase. Si je dis « la porte est ouverte » à quelqu'un qui est juste à côté, mon intention, ce n'est probablement pas juste de l'informer. C'est peut-être une demande implicite du genre « tu pourrais la fermer, s'il te plaît ?» C'est ça, l'action qui se cache derrière les mots. Et enfin, on arrive à la troisième couche. Et celle-là, c'est la plus mystérieuse, la plus cruciale pour notre enquête. L'effet perlocuteur. Ça, c'est l'effet réel que les mots ont sur la personne qui écoute. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la personne se lève pour fermer la porte? Est-ce qu'elle se sent agressée, du genre « il me reproche de laisser les portes ouvertes » ou est-ce qu'elle n'en a juste rien à faire? C'est ça, l'impact concret. Et comme on va le voir, il est souvent totalement imprévisible. Donc Austin a posé les bases, c'est super important. Mais un autre chercheur, lui, va décider de focaliser toute son énergie sur cette fameuse troisième couche, la plus difficile à saisir, l'effet perlocuteur. Et ce chercheur, c'est Pierre Vermèche. Sa question centrale qui va guider toute la suite, c'est celle-ci. Qu'est-ce que je fais à l'autre avec mes mots, mes silences, mon rythme? Vous voyez le changement? Il déplace complètement le projecteur. On ne regarde plus celui qui parle, mais celui qui écoute. Le but, ce n'est plus de se demander ce que les mots sont censés faire, mais ce qu'ils provoquent à l'intérieur de l'autre. C'est une tentative, en fait, d'ouvrir cette fameuse boîte noire de la conscience de l'interlocuteur. Et c'est ça qui est absolument génial dans cette approche. C'est ce basculement de perspective. On passe d'une analyse centrée sur l'intention de la personne qui parle à une exploration centrée sur l'expérience vécue de la personne qui écoute. Ce qui compte vraiment, au final, ce n'est pas l'intention, c'est l'impact réel. Ok, mais la question c'est comment on fait pour observer ces effets invisibles? Comment savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un pendant qu'on lui parle? Eh bien, Vermèche et son équipe ont mis au point un protocole de recherche. Franchement, c'est hyper astucieux. Leur but, c'était vraiment d'arriver à documenter l'expérience subjective, le vécu, comme ils disent. Pas juste ce que la personne répond, mais ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent seconde par seconde pendant l'entretien. Alors la méthode, elle est super élégante. Ça se passe en plusieurs temps. D'abord, il y a un premier entretien qu'on va appeler E1. C'est un entretien classique. Un chercheur pose des questions à une personne, ici Claudine, sur un souvenir. Ensuite, et c'est là que ça devient génial, il y a un deuxième entretien. Et dans celui-là, on interroge Claudine non pas sur son souvenir, mais sur ce qu'elle a vécu pendant le premier entretien. On lui demande de raconter son expérience d'interviewé. C'est en gros un entretien sur l'entretien. Et après, bien sûr, on analyse et on compare les deux. Et c'est là, en comparant les deux, que les choses deviennent absolument fascinantes. Parce que les chercheurs vont découvrir un fossé, mais un fossé immense entre ce qui se passait en apparence, en surface, et ce que Claudine vivait réellement à l'intérieur. Parce que si on regarde juste la transcription du premier entretien, tout a l'air de bien se passer. La conversation est fluide, Claudine répond, elle a l'air de coopérer, bref, un entretien qui roule. Sauf que le deuxième entretien va nous raconter une histoire radicalement différente. Alors là, on est au cœur de la découverte. C'est juste stupéfiant. Regardez bien, l'intervieweur dit « voir si une situation vous vient ». Il pense l'aider, lui suggérer une méthode. Mais pour Claudine, l'effet est inverse. Le mot « voir » la bloque, parce que ce n'est pas sa façon à elle de se souvenir. Deuxième exemple, l'intervieweur demande « qu'est-ce qui vous revient en premier ?»
Il pense encore une fois l'aider à se focaliser. Résultat, Claudine se sent bloquée, elle se met la pression, elle essaye de forcer un souvenir. Et le clou du spectacle, l'intervieweur lui dit « Je vous propose de prendre votre temps ». On pourrait penser que c'est bienveillant, non? Eh bien, pour Claudine, c'est la preuve qu'elle est en train de rater l'entretien. Ça augmente encore plus son stress. À chaque fois, l'intention est positive, mais l'impact est une petite catastrophe. La conclusion, elle est sans appel. D'un côté, on a l'intervieweur qui pense être dans une exploration collaborative, qui pense aider, et de l'autre, on a Claudine qui mène une véritable bataille intérieure. En surface, elle coopère, elle sourit, mais à l'intérieur, elle lutte contre les mots qu'on lui impose, elle se sent jugée et elle est juste en train d'essayer désespérément de bien faire. Et ça nous amène à une idée fondamentale. Dans n'importe quelle conversation, il n'y a jamais une seule réalité. Il y en a au moins deux, qui se déroulent en même temps. Il y a la réalité de surface, celle qu'on peut enregistrer, les mots qu'on entend, et puis il y a la réalité intérieure, le vécu de chacun. Et le truc, c'est que très souvent, ces deux réalités n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Bon, tout ça, c'est une expérience de recherche super intéressante, c'est sûr. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous dans nos conversations de tous les jours, au travail, en famille? Eh bien, les implications sont immenses. Ce que cette recherche nous montre, de façon éclatante, c'est qu'on ne peut juste pas se fier à la peau des choses. Quelqu'un peut très bien hocher la tête, sourire, dire « oui, oui, je vois », alors qu'à l'intérieur, c'est la confusion totale, le stress ou même le désaccord. La vraie communication, le dialogue le plus important, il n'est pas dans les mots qu'on prononce. Il se joue sous la surface, dans ce monde invisible des conséquences de nos paroles. Finalement, ce que l'histoire de Claudine nous apprend, c'est assez vertigineux. Ça nous invite à déplacer la question. La bonne question, ce n'est peut-être pas seulement « qu'est-ce que je suis en train de dire ?», mais plutôt « quel monde intérieur est-ce que je suis en train de créer chez la personne en face de moi avec mes mots ?» Et prendre conscience de cet impact invisible, s'en soucier, c'est peut-être ça, finalement, la clé d'une communication vraiment humaine.